Bonjour Christopher, comment vas-tu? Bonjour Romain, bonjour French District. Écoute, ça va très bien, en pleine forme. Contrairement à toi, Ouais. tu m'as dit tout à l'heure que t'avais un gros rhume. J'ai un rhume, ouais, j'ai un rhume que j'ai attrapé, je pense, à cause des climatisations assez poussées aux États-Unis, voire exagérées. Bon, bah écoute, je te rassure, nous on n'a toujours pas de clim. Il fait un temps dégueulasse, mais je suis en pleine forme. Ok. Alors, je rappelle, Christopher, pour dire ton nom complet, Christopher Weisberg, que tu es le député des Français d'Amérique du Nord. Voilà, donc à l'Assemblée nationale, donc la division 1 des élus, euh, euh, et que tu es donc aussi très proche du terrain et que j'apprécie beaucoup les différents les différents cas qu'on a traités ensemble, notamment pour le visa E2. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente, pour défendre la durée du visa E2. Et on a parlé des élections consulaires aux États-Unis. Et là, on va parler de ton séjour aux États-Unis, puisqu'évidemment, tu habites en France, tu es un élu député français, et tu as une circonscription qui est assez particulière parce qu'elle est géante. C'est toute l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Et donc, tu passes du temps à aller voir ces Français de l'étranger, comme on les appelle. Et raconte-nous ce voyage en quelques minutes. On va pas Ouais, bien passer sûr. 2 heures, mais Non, et puis c'est intéressant aussi pour moi d'avoir vos retours et de comprendre un peu là où vous êtes parce que moi je suis redevenu député il y a 6 mois à peu près et je viens régulièrement. J'essaye de venir à peu près tous les mois pour une dizaine de jours. Et comme tu l'as dit, si tu veux, j'ai à la fois les États-Unis et le Canada. Donc généralement, j'essaye de me concentrer sur certaines régions à chaque fois. Et là, il y a 2, 3 semaines, j'ai décidé de faire un tour où je suis allé de Floride. Alors, je suis pas allé à Miami, mais je suis allé à Tampa et à Orlando parce que c'était une zone que j'avais pas encore couverte sur la Floride. Donc voilà, j'ai un peu pu rencontrer justement les chambres de commerce, les Français qui sont impliqués à l'Alliance française dans ces différents secteurs. Et puis ensuite, je suis allé côte ouest et j'ai fait le San Francisco, San Diego, Los Angeles, Portland, la région des vins où il y a beaucoup de Français aussi au-dessus de Portland, qui s'appelle la Willamette Valley. Ensuite, je suis allé au Texas, à Austin, aussi intéressant. Et finalement, je suis remonté à New York. Ensuite, Nashville qui est un coin que je connaissais très mal, mais qui est en plein, vraiment booming. Ça fait partie des villes qui, ces 10 dernières années, ont explosé aux US et où il y a des Français qui réussissent bien. Et puis j'ai fini par Cincinnati, qui est un peu plus confidentiel, mais où il y a aussi une petite communauté française assez sympa. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le climat, je trouve, a quand même pas mal changé depuis 3 mois. Beaucoup de Français me disent quand même que l'administration, la nouvelle administration a des répercussions aussi sur eux. Ça dépend des secteurs, mais les gens qui sont dans la recherche, les gens qui sont dans le monde universitaire, les gens qui travaillent sur certains sujets un peu sensibles, soit ont perdu leur job, soit se posent des questions un peu existentielles sur est-ce que ça a encore du sens d'être chercheur quand on n'a plus le droit d'utiliser certains mots en sciences sociales, dans l'environnement, dans un certain nombre de secteurs. Donc il y a quand même une vraie reconnaissance sur le terrain que derrière les discours, il y a aussi beaucoup d'effets, beaucoup d'impact. Il y a aussi des questions sur certaines industries qui sont en difficulté. Je vous donne un exemple avec, par exemple, au Texas, il y a évidemment beaucoup de Français qui travaillent dans les énergies, qu'elles soient d'ailleurs les industries pétrolières, mais aussi les énergies renouvelables, parce que sous ces grandes majors énergétiques et du pétrole, elles s'étaient aussi converties bien sûr. aux énergies renouvelables. Et évidemment, il y a eu des grosses baisses de subventions, que ce soit dans le solaire ou dans l'éolien. Et donc, beaucoup de gens qui nous disent que ils étaient en difficulté et qu'il y avait aussi des licenciements. Alors, ça a un peu changé avec l'invasion de l'Iran parce que le prix du baril ayant augmenté, ces industries vont mieux quand le prix du baril est haut. Mais d'une manière générale, cette imprévisibilité, tout le monde le reproche. Et même les gens qui ont voté pour Trump sur le principe reprochent quand même cette imprévisibilité. Donc ça, c'est quand même des choses que je vois régulièrement parce que je vois les Français dans les différents secteurs.
En Californie, quand même pas mal de difficultés. Le modèle californien est aussi mis un peu à mal. Il y avait beaucoup de Français dans la tech qui avaient quitté la Californie pour aller au Texas, par exemple, pour aller à Austin. C'était une des réalités après le Covid. Là, ce que je vois, c'est au retour. Il y a un retour notamment des gens qui sont dans l'intelligence artificielle. Parce que les VC, donc les venture capitalistes qui financent les grandes boîtes d'innovation dans l'IA, bah, nombre d'entre eux sont à San Francisco. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans ces secteurs-là qui reviennent dans la Silicon Valley. Et donc, à la fois, ça crée beaucoup d'opportunités pour les créateurs d'entreprises, mais ça crée, et c'est ce que m'ont dit les Français de San Francisco, de Los Angeles et de San Diego, ça crée aussi beaucoup de tumultes et pas mal d'entre eux sont en train de perdre leur job en fait, par les effets des plans qui sont annoncés de licenciements un peu massifs qu'il y a eu chez Meta, qui ont été annoncés aussi dans plusieurs boîtes assez connues. Et ces Français-là, ils sont pas pessimistes. Ils savent qu'ils vont retrouver autre chose, qu'ils vont avancer, mais ils reconnaissent quand même ce que représente l'intelligence artificielle pour le meilleur, parce que c'est créateur d'incroyables innovations dans tous les secteurs, mais aussi pour le pire, parce que ça va, d'une certaine manière, aussi remplacer beaucoup d'emplois. Voilà, c'est la chance qu'on a quand vous êtes en Amérique du Nord, c'est que vous êtes quand même dans un des pôles d'innovation sur ce secteur-là. Je pense qu'en France, on est pas mal en retard. Et moi, je dis régulièrement quand je reviens qu'il faut pas trop freiner non plus. Il y a un certain nombre de secteurs où il faut encadrer. Sur les réseaux sociaux, par exemple, je pense qu'il faut quand même qu'on encadre, notamment par rapport aux jeunes. Mais sur les secteurs d'innovation comme l'intelligence artificielle, si on encadre trop, on prendra tellement de retard qu'on sera plus dans la course. Et donc, il faut ajuster et être au bon niveau pour aussi permettre à des boîtes françaises et européennes de développer des entreprises autour de l'IA. Tout à fait. Et tu as rencontré aussi des investisseurs, parce que là, tu parles beaucoup de personnes qui ont, j'imagine, été en statut d'expatriés dans des grosses boîtes, qui ont des difficultés potentielles ou pas, en tout cas, qui doivent se réinventer par rapport à ce qui se passe en termes de régulation sur les énergies renouvelables et évidemment sur l'IA. Mais est-ce que tu as rencontré aussi des Français investisseurs qui, en général, profitent du fameux visa E2 qu'on avait Bien défendu, sûr. toi et moi, avec un paquet de monde Mhm. auprès de l'administration Trump il y a quelques années? Est-ce que tu en as Ouais, rencontré? ouais. Bien sûr, c'est toujours le cas, si tu veux, quand je viens en Floride, que je rencontre les Français dans les chambres de commerce, généralement, c'est des entrepreneurs, en fait, hein. Mhm. C'est des gens qui soit développent des boîtes dans plein de secteurs différents, qui veulent avoir accès au marché américain, qui savent que pour trouver d'autres investisseurs, les États-Unis restent le marché le plus fluide et le plus exceptionnel. Et évidemment, les entrepreneurs, ils ont la capacité de rebondir. Et donc, ils reconnaissent que, je pense qu'en termes de consommation, ils me disent quand même que selon les secteurs, il y a une baisse de la consommation qui est ressentie. Il y a certains secteurs qui sont en grande difficulté. Je vois beaucoup de par mon parcours, parce que moi j'étais restaurateur, je rencontre beaucoup de restaurateurs français qui continuent de développer des boîtes. Et dans le secteur de l'hospitality, il y a quand même une baisse du tourisme qui est assez importante. Donc il y a des difficultés, mais il y a l'état d'esprit d'un entrepreneur. Et un entrepreneur, quand il perd sa boîte, eh ben, il repense tout de suite à comment il va pouvoir en créer une autre. Et donc ça, globalement, c'est, je pense, la grande force du modèle américain. C'est que même quand il y a une crise, même quand il y a des difficultés, il y a toujours une projection sur qu'est-ce que va être l'avenir, quelle opportunité va créer cette crise. Et les entrepreneurs, les investisseurs dont tu parles, les E2 qui sont en fait des vrais entrepreneurs. Au-delà des investisseurs, c'est pas des gens qui gèrent des millions de capitaux, mais c'est plutôt des gens qui viennent là pour investir dans des boîtes. Et moi, je suis toujours fasciné. Je suis pas, c'est pas pour faire de la démagogie, c'est au vrai sens du terme. J'ai une admiration pour des gens qui ont beau être dans un autre pays et qui n'ont pas les mêmes filets de sécurité qu'on peut avoir en France, sont toujours en train de se dire, tiens, cette crise, elle va faire disparaître des boîtes, mais moi, ça va aussi me permettre de développer une nouvelle idée.
dans un contexte où on va chercher de nouveaux, voilà, le côté économie un peu destructrice, mais en même temps créative, c'est très très fort aux US. Et toi, je sais que tu es aussi un entrepreneur et que French District travaille avec beaucoup d'entrepreneurs et ça se voit sur le terrain. Tout à fait. Et on n'a pas encore les chiffres, hein, je ne sais pas si tu les as, mais on n'a pas encore les chiffres du nombre de demandes de visa E2, le fameux visa investisseur, depuis que Trump est arrivé. Je ne suis pas arrivé à les trouver, mais il semble que ça n'ait pas baissé et que, quoi qu'il arrive, les États-Unis restent une terre d'opportunité, quelle que soit l'administration qui les fait tourner, avec plus ou moins de bonheur et de correspondance à ses propres valeurs, évidemment. Mais Mhm. c'est avant tout, on entreprend, on essaye de bâtir quelque chose et on verra bien parce qu'un président n'est pas éternel. Ça dure 4 ans, le mandat. Exactement. Et dans certains cas, encore euh, que ça ne dure que 4 ans. Euh, voilà. Et ce que tu dis, c'est. Alors, moi non plus, j'ai pas les chiffres exacts. Je sais pas si d'ailleurs tu as un chiffre précis, parce que régulièrement, je suis sollicité par des Français qui sont sur le départ et qui ont une procédure qui dure un peu trop longtemps. Donc, j'ai souvent un regard assez clair sur les moments où ça bloque et les moments où ça va vite. Et en ce moment, paradoxalement, avec ce qu'on vous a dit sur le climat autour de l'administration Trump, sur les visas E2, ça va très vite parce que des investisseurs, des gens qui sont prêts à faire rayonner, mettre de l'argent dans l'économie américaine. Et là, je peux vous dire que ça dépote au consulat des US à Paris. Les délais sont très courts. On peut partir et investir pour pas grand-chose. Et par ailleurs, les renouvellements se font très bien. J'ai eu beaucoup plus de cas en fait qui sont remontés paradoxalement en 2022 quand j'avais fait mon premier mandat. Où il y avait eu après le Covid pas mal un peu un goulot d'étranglement, et donc j'étais très souvent sollicité sur ce qu'ils appelaient des administrative processing, qui était une espèce de trou noir où vous tombiez comme ça pendant des mois, et vous deviez rester en France, parfois avec la famille qui était bloquée aux US. Et à l'époque, je me souviens que c'était beaucoup d'énergie, où il fallait revenir à la charge auprès du consulat pour avoir des solutions. Là, en ce moment, pour tout vous dire, ça va beaucoup plus vite et ça va beaucoup mieux. Donc pour la partie investisseur, pour les visas E2, en tout cas de moi, de mon côté, je vois pas du tout de frein en ce moment, mais au contraire, plutôt une accélération. Ouais, tout à fait. D'autant plus que certains visas sont, à écouter des avocats d'immigration comme le H1B, par exemple, sont morts parce que les conditions d'obtention, même si elles restent les mêmes, ça oblige l'entreprise à payer une sorte de pénalité de 100 000 $ pour avoir le droit d'embaucher quelqu'un. Et 100 000 $, bon, bah, même si quand on est sur du haut niveau de manager qui va lui-même être bien payé, ça reste 100 000 $, quoi. Bah ouais, en fait, à Et- vrai dire, à part quelques cas et quelques gens qui ont vraiment des profils très, très, très demandés, globalement, ça fout en l'air la ouais, capacité des gens à partir sur ce visa. Et donc, oui, il y a pratiquement plus personne qui part sur ce visa-là. Et donc, comme tu dis, je pense que les visas E2 vont probablement devenir dans les prochains mois la manière pour des Français de venir aux US. Ce qui est compliqué, si vous voulez, si tu es, je parle à ta communauté, c'est que ceux qui sont déjà en emploi, qui peuvent se faire virer parce que la boîte est en train de faire un licenciement autour de l'IA, ils ont plus, enfin, s'ils n'ont pas la green card, s'ils n'ont pas un statut permanent et qui sont juste en visa, en fait, ils sont potentiellement obligés de rentrer en France. Et une fois qu'ils tout sont à rentrés en fait. France, ils peuvent toujours revenir en visa E2. Mais enfin, si vous voulez, on parle de gens qui sont généralement embauchés dans la boîte. Donc c'est quand même, voilà, pour le meilleur et pour le pire. Comme toujours, il y a à la fois pas mal d'opportunités. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller aux États-Unis, vous n'êtes pas en difficulté aujourd'hui. Par contre, quand vous êtes sur des visas fermés liés à une entreprise ou des visas qui sont sponsorisés par l'entreprise, quand l'entreprise ne vous veut plus, ça devient très compliqué. En général, ça oblige les gens Ah à ouais, c'est un revenir retour. Sauf Pour vous donner miracle, c'est aussi un retour automatique. un petit élément de contexte qu'on a vu par rapport au registre, c'est qu'il y a plus de Français qui s'inscrivent. Donc c'est plutôt en augmentation. Pourtant, tout le monde le dit, que ce soit les consulats, les élus, tout le réseau, il y a quand même beaucoup de Français qui repartent en France, notamment à cause de ce dont on vient de parler. Et moi, mon interprétation, c'est qu'aujourd'hui,
dans ce moment un peu spécial, quelles que soient nos convictions, on ne peut pas nier que il y a quand même de la part de cette administration une volonté de reset sur à peu près tous les sujets. Et il y a quand même beaucoup de gens qui nous disent qu'ils reviennent en France. Voilà. Et le paradoxe, c'est qu'à mon avis, il y en a qui s'inscrivent en se disant que avoir la protection consulaire dans ce moment-là, ça peut être aussi, si on est arrêté à la douane, un bon moyen d'être protégé par son consulat. Euh, tu me disais que tu étais allé à Nashville récemment, c'est ça? Je suis allé à Nashville il y a quelques jours, où là Mhm. aussi, ça fait partie des endroits que j'ai découverts ces 3 dernières années. Moi, je venais de l'État de New York. Mon père est du nord de l'État de New York. Donc, j'ai toujours été plutôt soit à New York, en Floride, parce qu'il y a beaucoup de New-Yorkais qui vont en Floride, et un peu Ouais, en parce que Californie. Je connaissais. tu es franco-américain, c'est ça? Ouais, moi, mon père est américain. Je suis d'une région qui est le nord de l'État de New York, dans les Adirondacks, où j'ai eu mon resto pendant des années. Donc, je suis vraiment un franco-américain. Je suis enregistré. Aujourd'hui, je vis à Paris. On en a parlé parce que c'est mon job à l'Assemblée qui m'y oblige. Mais je suis toujours très, très présent aux US. Et c'est une partie de ma vie. Et quand même, il y a une vraie différence avec il y a quelques mois. Moi, je suis là pour encore une fois défendre les Français. J'ai des convictions qui sont quand même là très très opposées à celles de l'administration actuelle, mais je fais en sorte de garder de bonnes relations avec tout le monde, notamment avec l'ambassade et avec le consulat. Parfois, je peux vous dire que c'est difficile parce qu'il y a un ambassadeur américain à Paris qui est quand même Très quand même très particulier. dur, très particulier et qui est l'opposé d'un ambassadeur, qui n'est pas un diplomate Ouais, et qui dit des choses très dures. Vous avez peut-être entendu parler, mais je peux vous dire que je l'ai ouais, c'est vérifié et je l'ai un peu pratiqué. C'est très spécial. Pour autant, voilà, moi je garde de bonnes relations avec le consulat, avec l'ambassade, parce que l'objectif c'est surtout aussi d'être en capacité de vous défendre s'il y a un problème. Et pour ça, il faut avoir du lien. Le défaut qu'il a, c'est qu'il est un peu intempestif. Sa qualité, c'est qu'il est proche du président et donc qu'il a quand même un accès à la Maison Blanche. Et c'est notre devoir que de pouvoir garder cet accès pour défendre les Français qui sont ici. surtout ne pas se fâcher. Faut Voilà. pas se fâcher. Et non, je parlais de Nashville parce que figure-toi que j'y étais aussi il y a quelques jours et que je suis D'accord. allé, juste pour la petite histoire rapide, mais je tiens à en faire la promotion pour ceux qui vont aller peut-être à Nashville ou qui habitent à Nashville. Je suis allé voir un musée, mais j'y suis allé en traînant les pieds parce que c'est un musée sur la musique. Et c'est un musée qui s'appelle le National Museum of African American Music. Et pour moi, un musée sur la musique, c'est chiant à mourir. Parce que, voilà, la musique, j'adore, mais voilà. Et j'y suis allé et je vous conseille tous d'y aller parce que c'est absolument extraordinaire sur les racines et l'origine de la musique américaine. Et il y a notamment des tables comme ça interactives où on écoute des musiques et on va aller chercher petit à petit d'où vient cette musique. Et on retourne jusqu'à éventuellement, en tout cas aux premiers musiciens afro-américains qui viennent d'Afrique, qui sont des enfants évidemment d'esclaves. Et on retourne même en Afrique et c'est touchant, c'est émouvant et c'est d'une leçon d'histoire extraordinaire. Voilà. Et Alors Romain, je me permets de rebondir, faisons un peu la minute culturelle, parce que j'y suis allé aussi, j'ai été comme toi. Les Américains sont quand même assez bons pour faire de la muséographie, si tu veux. C'est hyper interactif, c'est ouais, super bien fait. ouais. Et d'une manière générale, Nashville, c'est la ville de la musique. Ah, non, Moi mais j'avais un c'est peu presque une image exagéré, mais d'Épinal. C'est incroyable. C'est-à-dire que moi je ouais, pensais évidemment, ok, il y a Johnny Cash, il y avait la country et tout ça. Mais en fait, ça dépasse ça. Il y a de la musique dans tous les bars, partout. Vous arrivez à tous les bas. l'aéroport, il y a de la musique. Ensuite, vous prenez la première voiture et partout, pas que à Broadway, hein, pas que à l'axe Mm. principal, il y a de la musique dans chaque endroit. Et ils sont à la fois le rock, le jazz, le blues. C'est vraiment la ville américaine. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Taylor Swift vit là-bas. Toutes les grandes maisons de disques ont leur QG à Nashville. Et c'est pas du tout un truc touristique. C'est vraiment le lieu de la musique. Et aujourd'hui, c'est bien plus encore parce qu'il y a plein d'entreprises qui s'installent là-bas. En tout cas, moi, je trouve que Nashville, c'est à la musique américaine ce que la Nouvelle-Orléans est au jazz, quoi. C'est un endroit de vie
de la musique. Et moi qui suis musicien et qui aime la musique, à chaque fois, je me régale à aller à Nashville. Donc vraiment, si vous nous écoutez, j'espère qu'on vous a convaincu de faire un petit week-end à Nashville parce que Voilà, c'est très, très, exactement. très sympa. Pour une fois, on n'a pas parlé de New York, Los Angeles, Miami, mais aussi Nashville, dans le Tennessee. Et, au, et en dehors de Nashville, qui est une ville urbaine assez importante, vous avez l'État du Tennessee qui est particulièrement beau, voilà, avec de très belles randonnées, que j'ai faites parfois. Voilà. Donc c'était la minute culturelle. Euh, Merci beaucoup, Christopher. On va se reparler sûrement très prochainement pour parler de ces Français à l'étranger, parler d'éventuellement euh, conséquences de différentes euh, décisions gouvernementales d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, parce que ça a des impacts sur nous, les Français de l'étranger. Et merci beaucoup pour ton temps et on se retrouve très bientôt. Merci à vous. À très bientôt, French District.